Derrière ces montagnes qui forment une fortification naturelle, de nombreuses peuplades et tribus se sont, depuis les temps les plus reculés, barricadées pour se protéger et vivre en paix. Du haut de leur cime, ces chaînes montagneuses avaient toujours constitué un facteur de stabilité et vu s'égrener sur leurs terres différentes civilisations. Cette série de sommets a donné naissance à la chaîne des Bibans, dont Borj Bouarerij a puisé sa dénomination. Terre d'histoire, les Bibans s'étalent des Ouled Sidi Ibrahim à l'ouest jusqu'à Borj Zemmoura à l'est. La nature exceptionnelle de leur terrain a permis de constituer un refuge salvateur à nombre d'armées. Des terres disséminées ça et là, et où furent mis au jour des témoins datant de la préhistoire. Dans d'autres régions telles Medjana, Al-Hamadiya et le sud de Zemmoura, il a été découvert des éléments en pierre de pressoir à huile, ainsi que des pierres grises, portant des inscriptions datant de la période numide. L'expansion romaine atteignit vers la fin du 1er siècle l'intérieur du pays en parvenant au nord des Aurès pour traverser les plaines de Sétif et le territoire de Borj Bouarerij par le sud et parvenir jusqu'à Sour el-Ghuzlan. Durant cette période, la région fut alors connue sous la désignation de Tamennouna. La région a connu une longue période d'instabilité et de perturbations ponctuée d'une série d'invasions et de conflits. Ce fut ainsi jusqu'à l'avènement de l'islam. Par la suite, ce territoire a vu se succéder sur son sol une kyrielle de pans d'histoire correspondant à différentes époques telles l'émirat d'El-Qala, la gouvernance ottomane et l'émirat des Beni Abbas. Ces haltes se confondent avec les différents épisodes de l'histoire de Borj Bouarerij, dont la dernière coïncide avec l'arrivée de l'occupant français en 1839. Un présent illuminé qui s'inspire d'un passé à l'enracinement profond et porteur de réalisations de valeurs et de projets grandioses. Cela transparaît à travers l'amélioration de la qualité de vie dans la ville, la concrétisation d'un vaste programme de logement, tout type confondu, l'ouverture de voies rapides répondant aux normes les plus exigeantes, la réception d'infrastructures sportives et artistiques dotées d'équipements les plus modernes. L'aménagement urbain du territoire de la wilaya n'était pas en reste. Afin de préserver la mémoire collective et rendre un vibrant hommage à tous ceux qui avaient fait la gloire de la région, nombre de monuments et de stèles commémoratives représentant différents symboles de la résistance populaire ont vu le jour sur l'ensemble des localités de la wilaya. Ces nombreux témoins sont là pour raviver les révoltes d'El-Mokrani, à l'exemple du mont Tafartast à Medjana, des hauteurs de Zemmoura. Cet élan de mouvement d'insurrection et de soulèvement populaire avait préparé le terrain à une plus grande et plus vaste révolution, en l'occurrence la glorieuse révolution de libération nationale de 1954. Les nombreuses victoires engrangées par les combattants avaient porté un coup dur à l'ennemi qui a essuyé d'énormes pertes humaines et matérielles, une débâcle dont les traces sont visibles jusqu'à nos jours. La wilaya ne cesse d'accorder un intérêt particulier à tous les secteurs, dans la continuité et en conformité avec les priorités inscrites dans les différents programmes de développement et de relance engagés par le gouvernement. Il était urgent que ces différents secteurs bénéficient de nouvelles infrastructures, ceci à même de renforcer leur progrès et leur essor pour une vie meilleure du citoyen. La volonté des pouvoirs publics de voir le développement se concrétiser de manière durable les a poussés à accorder une importance particulière au secteur de l'enseignement supérieur qui a connu la finalisation de nombreux projets ainsi que la réalisation de nouvelles structures. Le centre universitaire de Borj Bouarerij a vu le jour en l'an 2000. Au tout début, ce n'était qu'une annexe. Plusieurs spécialités sont enseignées durant le cursus universitaire. L'informatique, l'électronique, le tronc commun des sciences exactes technologiques,
les sciences économiques et de gestion, l'électromécanique et tant d'autres. L'université de Borj Bouarerij n'est pas en marge de l'évolution du secteur de l'enseignement supérieur. En effet, il figurait déjà parmi les 10 premières universités à avoir adopté à titre expérimental le nouveau système LMD. Le secteur de la culture connaît lui aussi une prise en charge effective de la part des autorités. Pour répondre à la demande pressante de la population en matière de culture, il a été construit un complexe culturel qui abritera et laissera s'exprimer le sens créatif, ainsi que les nombreux talents de la composante juvénile notamment. De forme circulaire et s'élevant sur plusieurs étages, le complexe a été conçu dans un style architectural exceptionnel. Les jeunes prodiges semblent s'affairer à jalonner un parcours qui les mènera à la réussite. Ils s'expriment grâce au langage du dessin pour immortaliser des œuvres dont ils revendiquent avec fierté et grandeur l'appartenance. Une main tendue qui ravive le souvenir et des représentations des 4 coins du pays réalisées par des jeunes talents de Borj Bouarerij. Finalité est un voyage dans l'espace de l'imaginaire et du rêve sous les traits de couleurs vives qui renvoient à travers leur toile un langage universel. Les lieux exhalent radiance et épanouissement. Partout, Borj Bouarerij accueille ses convives avec des fleurs. Des détails extrêmement fins sont gravés dans du marbre et du cuivre. Il s'agit là de la résidence de la wilaya, l'une des plus importantes structures immobilières rattachées au siège. C'est un lieu de détente et de sérénité qui offre l'opportunité de découvrir de très près Borj Bouarerij. La wilaya de Borj Bouarerij occupe la partie est des hauts plateaux algériens. Elle s'étend sur une superficie de 3920,42 km². Elle est délimitée par les wilayas de Sétif à l'est, de Béjaïa au nord, de Bouira à l'ouest et de Msila au sud. Les jardins publics représentent pour les habitants un véritable lieu de détente et de relaxation. Leur proximité de stèles et monuments racontant l'histoire de la ville rajoute à ces espaces une plus-value qui fait le bonheur des visiteurs. Le Turc Hassan Pacha, le fils de Khaireddin Barberousse, édifia en 1559 une citadelle dénommée Al-Borj. Construit sur les hauteurs d'une colline, ce fort occupe une position stratégique qui offre une meilleure observation et un contrôle efficace de la région et les alentours. En juin 1841, les autorités françaises installèrent un campement militaire à proximité des ruines du fort. Craignant des actes de représailles de la part des autochtones, les Français se mirent alors à déblayer les débris de l'ancien fort et construisirent une autre fortification. En 1843, une troupe de soldats du génie civil fut chargée de la mission de bâtir à l'intérieur de la citadelle un ensemble d'infrastructures, dont des habitations, un centre médical, des entrepôts et divers autres établissements militaires. Actuellement, cette fortification porte l'appellation de Borj el-Mokrani, en hommage au Cheikh el-Mokrani qui assiégea avec son armée les forces françaises retranchées dans cette citadelle. Présentement, le Borj est devenu le musée à ciel ouvert de la wilaya et représente la destination préférée des touristes. Borj Shmisa, mémoire vivante d'un temps ancien, et l'un des noyaux fondateurs de la civilisation, se dresse encore avec majesté, défiant le temps qui s'est égrené sur des centaines d'années depuis la date de sa fondation. Certaines références prétendent que ces vestiges remonteraient à la période romaine.
Ce fort fait partie d'une importante région archéologique représentée par une chaîne montagneuse appelée Mazaïta. La visite de cette région est une véritable odyssée sans cesse renouvelée qui nous plonge dans les méandres de l'histoire de cette localité. Ce sont des montagnes rocheuses fascinantes. Leur histoire découle de leur âge. De part et d'autre, des berges de ces oueds. D'importants vestiges archéologiques sont disséminés ça et là, rivalisant de beauté, de formes et de dimensions. Quant à la Dashra, située en contrebas des montagnes, elle puise sa splendeur de l'éclat de son entourage immédiat. C'est une vue agréable sur la fascinante région de Borjgir. Avant même que les rues, les places et esplanades de Borjgir ne se vident, que se dévoilent des amas de pièces archéologiques qui inondent ces différents coins et recoins. C'est une ville ancienne qui a vu se succéder sur ces terres des peuples et des générations et qui a été le centre d'intérêt de nombreux historiens tels Al-Bakri, Al-Idrisi, Ibn Khaldoun, Ibn Hawqal et tant d'autres. Des chercheurs avancent la date de sa fondation qui correspondrait à la période comprise entre les ans 80 et 98 après Jésus-Christ. La région de Borjgir était une colonie romaine, notamment durant la 4e étape de l'expansion romaine en Afrique du Nord. Les nombreux vestiges découverts témoignent de cela. D'autres sites rattachés à la ville d'Ordir abritent également nombre de traces de cette période. On peut citer Taqliyat, Blimour, Al-Anasr et Rilasa. De nombreux explorateurs et historiens avaient évoqué la ville de Borjgir. Ils l'avaient décrite comme étant un grand centre urbanistique entouré de champs fertiles et parcouru par d'abondants cours d'eau. À son propos, Al-Bakri avait dit « La ville de Borjgir est serpentée par de nombreux effluents du fleuve Sahr. Le fleuve Sahr s'étend jusqu'à la wilaya de Msila. Actuellement, il porte l'appellation de Oued al-Raïsi. » Ainsi se décline Borjgir avec sa multitude de sources d'eau et une terre merveilleuse qui voit ses enfants se réveiller chaque matin aux côtés de témoins d'un passé glorieux. Borj Bouarerij est une succession de villes archéologiques. Chaque parcelle de son territoire a été le témoin d'une civilisation passée. À l'exemple du fort El-Hamia ou alors Ribat El-Hamia, une appellation ottomane de la ville de Darba, dont l'enracinement historique remonte à 2000 ans. Il s'agit de l'actuel Borj Zemmoura. La principale caractéristique de cette ville réside dans son architecture qui réunit les styles andalou, turc et berbère. Parmi les célèbres monuments qu'elle abrite, on cite la Kasbah de Zemmoura, que serpentent des ruelles étroites pavées de pierre et dont les maisons imbriquées ont été bâties selon un modèle urbanistique d'une extrême beauté. Si les différentes époques historiques que traverse la ville s'égrènent, il n'en demeure pas moins que leurs traces, elles, restent, à l'image de cette école primaire qui date la période coloniale française. L'édifice, qui s'élève sur 2 étages, a été construit en 1939. La porte de l'école conserve toujours sa beauté et son élégance. Il semble même qu'elle a aussi gardé intacte sa brillance originelle. C'est grâce à son harmonie avec l'emplacement qui, lui-même, concorde avec la nature des matériaux de construction couplés à une architecture singulière
que cette école est habillée aussi merveilleusement. Tracer un parcours dans ce type de relief n'est pas chose aisée. C'est la raison pour laquelle tailler ces marches à même la roche représente le meilleur moyen de relier entre eux les différents quartiers de la ville. Cet escalier mène à un fort qui date de la période ottomane. À proximité se trouvent des sources d'eau naturelle qui coulent de la roche en contrebas de la muraille. Il semble que ce moyen soit la solution idoine pour atteindre ces sources. Cela paraît facile. C'est de là que l'on aboutit aux nombreuses rues et ruelles étroites de la ville. Arbi'iyat n'est pas la seule ville à se nicher en plein cœur des montagnes. Il y a aussi plein d'autres villes et villages anciens à l'image de la Grande Al-Mansoura, dont les habitations apparaissent alignées dans une parfaite cohésion rappelant les alvéoles d'une ruche d'abeilles. La principale caractéristique des villages de Borj Bouarerij transparaît à travers les modes de construction des habitations qui diffèrent d'une région à l'autre en étroite relation avec la configuration qu'offre le relief. À la périphérie du hameau Sidi Abdallah se trouve la maison de l'une des grandes figures de la pensée intellectuelle algérienne contemporaine. Il s'agit de l'illustre cheikh Béchir el-Ibrahimi. Cette habitation conserve encore l'essence même de ce qui a façonné son âme, la modestie et l'humilité des lieux. Elle confère à la grandeur du savoir une plus-value de splendeur et d'éclat. Des monts Ouled Hannesh, proches d'Ouled Braham, à la chaîne des Bibans à l'ouest, un enchevêtrement de parcours et d'itinéraires mène à la région de Ouled Sidi Ibrahim. Distante de 6 km de la route nationale numéro 5 et à 3 km de Hammam el-Biban, Ouled Sidi Ibrahim abrite une population estimée à plus de 4000 âmes. Cette région est connue pour l'ancienneté de ses mosquées, dont la plus importante est la vieille mosquée située dans le quartier est du village. D'après certains historiens, cet édifice religieux a été fondé aux environs du 8e siècle de l'Hégire par le saint tutélaire Ibrahim Abou Bakr. À proximité de l'antique mosquée se dresse le tombeau du saint homme Sidi Ibrahim Abou Bakr, affilié à Sidi Idriss al-Sharif. Ce tombeau a été érigé au début du 9e siècle de l'Hégire dans un style architectural d'une extrême beauté qui accorde une importance majeure telle les arcades, les colonnes et les ornementations. Une coupole ornée de sculptures surplombe le mausolée. Bien que les formes des décorations soient modestes, il n'en demeure pas moins qu'elles révèlent un sens artistique très raffiné. Cette nouvelle mosquée qui a été construite en 2 étapes, la première en 1818 et la seconde en 1832, est composée d'une vaste nef, d'une zaouia coranique et d'une salle de prière. La capacité d'accueil de ce lieu de culte est de 150 fidèles. Cette mosquée a toujours été un important centre de rayonnement intellectuel et scientifique. Nombre de personnes natives de la région y avaient suivi leur instruction. On peut citer, entre autres, le cheikh Mohammed al-Asimi, Ahmed Qadri et le cheikh Saïd Boutaqjirt. Toutes les parties de cette mosquée exhalent beauté et esthétisme. Les arcades, les colonnes, les coupoles gorgées de sculptures ornementales. La fascination emplit le regard
qui ne se lassent guère d'admirer ce puzzle de pièces aussi jolies les unes que les autres. L'harmonie des couleurs rehausse la magnificence des lieux. Outre la Zaouia et la mosquée Ouled Sidi Ibrahim, ces collines abritent également la Zaouia de Rilassa. On dit que le savoir raccourcit les distances. En effet, depuis les temps les plus reculés, cette région est célèbre pour ses érudits et ses cercles scientifiques. Parmi leurs illustres leaders qui avaient marqué leur époque, le cheikh Qasim ben Ahmed al-Mbarak, au XIe siècle de l'Hégire. Le cheikh al-Mabrouk ben Ahmed al-Hasnawi et le magistrat de Jbel Liyad, Mohammed ben Abdallah, au XIIe siècle de l'Hégire. Au XIIIe siècle, ce fut le cheikh Sadiq ben Mohammed Salah qui s'illustra dans les disciplines de la jurisprudence musulmane, le fiqh et de l'astronomie. Tout cet héritage ancestral a constitué une forte assise sur laquelle s'est fondée la naissance, en l'an 2000, de la Zaouia Sidi Ahsan. Apprendre le Saint-Coran, enseigner le droit islamique, encadrer la vie sociale de la population, commémorer différentes fêtes religieuses et nationales, lutter contre toute forme d'hérésie et de charlatanisme, ce sont là les principales missions dévolues à cette Zaouia. Plus encore, elle participe même à l'élaboration d'un riche programme annuel dont la projection est d'ordre aussi bien culturel que scientifique. Cette Zaouia se base toujours sur la méthode traditionnelle pour l'apprentissage du Coran. Les tablettes en bois, l'encre et le roseau taillé en pointe restent encore les outils de base. La Zaouia porte le nom du cheikh Ahsan Sherif ben Mohammed, dont l'affiliation remonte jusqu'à Abdelkader al-Qilani, dit aussi al-Jilani. La Zaouia de Rilassa organise périodiquement, dans le cadre du tourisme religieux, des visites de différentes Zaouias du pays, aussi bien celles lointaines que celles environnantes, comme la Zaouia d'Al-Qli'a, nichée en plein cœur des monts Tassamart, un lieu de beauté exceptionnelle. Al-Qli'a, c'est aussi ce rendez-vous annuel avec la neige qui étale son manteau blanc sur les cimes des arbres et les toits des habitations. Elle apparaît alors telle une mariée qui s'apprête à accueillir un printemps chaleureux qui succède à un hiver très arrosé. Ce système ingénieux adopté pour la construction des maisons permet en fait d'éviter que la neige ne séjourne trop longtemps sur les toitures, surtout que la région, de par son caractère montagneux et élevé, est très enneigée. Deux couleurs dominent ces contrées montagneuses. Le vert éclatant de la végétation et le blanc immaculé de la neige, offrant au regard un paysage féerique d'une nature généreusement habillée. Les précipitations dures qui se présentent sous forme de neige représentent une providence pour les agriculteurs. Lors des fontes des neiges, l'eau alimente les nappes phréatiques. Par la suite, la remontée de cette eau dans les couches du sol se fait par capillarité, un phénomène naturel qui maintient constant le taux d'humidité de la terre. Cela représente pour l'agriculteur le meilleur système d'irrigation, plus que les autres modes d'irrigation à l'exemple des retenues collinaires. En direction de la ville de Borj Zemmoura, la fatigue du voyage est aussitôt effacée
par la beauté de ce paysage enneigé. Une fois arrivé à destination, on est vite happé par le charme des lieux. Ces monuments historiques se parent alors de leurs plus beaux atouts pour accueillir l'avènement du printemps qui s'annonce cette année sous les airs d'une riche et généreuse floraison. Ces paysages presque irréels ravivent la forte envie de tenir à la vie et suscitent en même temps un indéfectible attachement à ces lieux, allant pour les plus sensibles jusqu'à tisser d'infrangibles liens spirituels qui émergent à chaque visite de ces contrées. Les toitures des habitations de Tassa Mart arborent à longueur d'année ce manteau d'un blanc immaculé. Elles ne s'en lassent jamais, même si ses murs et son sol en sont tapissés. Cela est même une providence dont elles se parent et s'enorgueillissent à travers des effluves qui exhalent leur histoire, que raconte chaque coin et recoin de ces habitations. Une histoire qui confère à ces contrées une particularité esthétique intarissable, une valeur inestimable qui croît d'autant plus que le temps s'égrène davantage. L'hiver s'en est parti et voilà que le printemps le supplante. Ce sont des instants fugitifs qui passent d'une belle saison à une autre encore plus belle. Une saison printanière dont les rayons lumineux du soleil dessinent les contours de sa splendeur. Le village d'El-Qli'a perd le manteau blanc qui coiffait les toitures de ses maisons et habitations et se pare d'un nouvel habit de verdure naturelle. Ces rues et ruelles renaissent alors après une longue léthargie due à l'hiver. L'animation et l'activité reprennent alors leur droit de cité grâce à une population qui a montré un profond enracinement avec ses terres, en préservant jalousement et avec une grande fierté ses traditions et coutumes ancestrales. De la même manière que ce village conserve intact à l'extérieur son cachet architectural originel, les maisons traditionnelles ont également sauvegardé les éléments intérieurs d'antan qui concordent avec la modestie des lieux. Sur ces étagères sont entreposés des ustensiles fabriqués pour la plupart avec des matériaux modestes. À proximité de l'habitation, on trouve quelques infrastructures pour agrémenter la vie quotidienne de la population, tel ce bassin d'où les gens puisent leur eau, ainsi que des pressoirs traditionnels, notamment pour presser les olives. Le plus souvent, ces pressoirs sont taillés dans de la pierre et sont généralement disposés à proximité d'une source d'eau. Une terre généreuse qui ne rassasie guère le quémandeur du savoir et des sciences. À peine assouvie par cette richesse spirituelle que cette région offre aux visiteurs, un autre de ces trésors incommensurables et dont le regard ne s'en détourne point tant le ravissement est démesuré. Quelle que soit ta destination, en plein monde de Tassa Mart ou dans ces villages, nul besoin d'avoir soif, tout simplement parce que à chaque route, à chaque halte,
c'est une multitude de sources d'eau qui abreuvent à satiété les passants et étanchent leur soif. Le bruissement de l'eau qui coule est tel une symphonie mélodieuse qui adoucit les esprits. Quelle beauté à nul autre pareille! Les fontaines ne sont pas la seule ressource en eau qui alimente le réseau hydrographique de Borj Bouarij. Les oueds en sont également le principal pourvoyeur en cette matière vitale. Les plus importants sont l'oued al-Akhdar et l'oued al-Qsab, deux oueds à écoulement temporaire qui sont exploités pour l'irrigation des différentes cultures agricoles. La ressource en eau est essentiellement saisonnière. C'est la raison pour laquelle les responsables en charge de ce secteur avaient entamé la réalisation de retenues d'eau sous forme de barrages de petite dimension où l'eau est stockée, peut être distribuée et acheminée vers différentes autres régions. À l'instar d'Al-Qli'a, le village Ar-Rabi'a a également bénéficié de ces projets. D'autant plus que son relief s'y prête parfaitement car il est principalement façonné sous forme de retenue naturelle dont l'eau est exploitée par la population pour son usage quotidien, notamment celui lié à l'activité agricole. Le cercle d'intérêt accordé à ce secteur vital s'est grandement élargi grâce à la réalisation de vastes barrages, dont le plus important est le barrage Ain Zada, qui alimente en eau potable et en eau d'irrigation les wilayas de Borj Bouarij et de Sétif. Il occupe une superficie globale de 11 000 hectares, avec une capacité de réserve de 121 millions de mètres cubes. Dans le cadre du tourisme, l'équilibre environnemental qu'il induit est d'une importance capitale. En effet, il représente un milieu fréquenté par nombre d'espèces d'oiseaux, qui contribuent ainsi à l'édification d'une chaîne alimentaire à même de réguler la stabilité écologique de cet écosystème. Ces oiseaux représentent également un élément de décoration, surtout lorsqu'ils font étalage de leur savoir-faire exceptionnel lors de leur envol ou lorsqu'ils amérissent, offrant au regard une sublime parade qui suscite chez l'observateur admiration et fascination. Le barrage Ain Zada est également exploité dans le cadre de la pisciculture et du tourisme de détente et de relaxation. Certains amateurs de pêche en font leur lieu de rencontre quotidien dans un rendez-vous sans cesse renouvelé pour passer des moments agréables et reposants, des moments durant lesquels ils se ressourcent en énergie pour affronter le lendemain une nouvelle journée, après que celle écoulée eût été annoncée par le coucher du soleil. La richesse en eau de la wilaya de Borj Bouarij a été le principal vecteur du développement et de l'essor du secteur de l'agriculture. Outre l'agriculture de montagne, la wilaya accueille également sur ses terres de nombreux types de cultures agricoles spécifiques à chaque région.
La céréaculture occupe le secteur est de la wilaya. Les cultures maraîchères se pratiquent dans le secteur nord de la wilaya, alors que les terres du sud sont, en raison de leur caractère steppique, destinées au pâturage. La superficie agricole globale est estimée à plus de 245 155 hectares, dont 185 971 de surface utile. L'arboriculture représente l'une des principales priorités accordées au secteur agricole. Dans ce cadre, la pépinière de Sfa al-Awras, sise à El Hammadiya, est l'une des plus importantes pépinières à l'échelle du territoire national. S'étendant sur une superficie de 62 hectares, elle a été créée en 1958 et a connu une extension en 1964. Différentes espèces d'arbres sont produites à partir de cette pépinière englobant des arbres fruitiers, des arbres de décoration et des arbres forestiers. Cette pépinière représente également un centre de recherche scientifique. L'intérêt accordé à cette pépinière découle de l'importance capitale des objectifs qui se traduisent à travers la ferme volonté de changer et d'améliorer le mode d'agriculture et des opérations de boisement, notamment dans les régions montagneuses où il était devenu impératif d'assurer la stabilité des zones rurales et de freiner l'érosion du sol. À ce mécanisme, il faut ajouter d'autres dont le secteur agricole s'est récemment doté et dont l'application répondait aux objectifs escomptés qui entrent dans le cadre du plan national du développement agricole et des zones rurales. Ce plan comprend une série de mesures consistant en l'extension des surfaces agricoles utiles, l'exploitation et la valorisation des terres marginales localisées dans la zone des hautes plaines de la wilaya, l'intensification de l'agriculture sous serre, le forage de puits profonds, l'extension des surfaces irriguées, la diversification des produits agricoles, la réalisation de retenues collinaires en vue de la maîtrise des ressources hydriques et surtout, la priorité est accordée à l'intensification et la généralisation de la céréaculture. L'engouement suscité par la population de Bourg Bouarerij pour le travail de la terre a permis de générer une autre richesse, celle de l'élevage de bétail. Dans ce domaine, la région occupe une place de choix dans la production de lait, répondant ainsi favorablement à l'autosuffisance par rapport à ce produit. Le plan de développement du secteur agricole a mis en branle un ensemble d'actions incitatives au bénéfice du secteur de l'élevage animalier. Le but étant la valorisation et la préservation de la richesse animalière. L'acceptation de cette nouvelle politique agricole a permis de changer les mentalités et a vu l'éleveur exprimer un intérêt particulier à cette branche d'activité agricole. L'excédent de la production laitière est acheminé vers les différentes laiteries de la région. Bien que la méthode adoptée pour la collecte du lait soit une opération éreintante, il n'en est pas moins fier. La passion qu'il voue à son métier et la satisfaction qu'il en tire lui font oublier la rudesse de son labeur. L'éleveur ne se cantonne pas à la seule tâche de collecte de lait. Il s'occupe également de la sélection et de l'amélioration génétique de son troupeau, ainsi que de l'élevage de veaux, en accordant une priorité particulière aux animaux destinés à la production de viande. Le bonheur de l'éleveur ne sera complet que lorsqu'il les abreuvera de lait de ses propres mains.
Cette vapeur qui s'élève dans les cieux provient des eaux chaudes des thermes de Hammam el-Biban. La température de l'eau avoisine les 80 degrés Celsius. Le débit est de 7 litres à la seconde. Riche en chlore et en sodium, l'eau de ces thermes soigne de nombreuses pathologies dont celles liées à la peau, aux articulations, aux os et au système respiratoire. Hammam el-Biban est rattaché au territoire d'El Mhir, à proximité de la route nationale numéro 5. Ce site est entouré de denses forêts dont l'essence dominante est le pin d'Alep. Ces termes connaissent un afflux important de citoyens à longueur d'année, et ce, à la faveur des nombreux bienfaits sur la santé qu'offrent ces eaux thermales.